moi, l'apport ne doit pas être un choix. Moi, quand j'ai acheté mon premier petit appartement, j'étais hyper content. Je n'étais pas là à me dire, ouais, il y en a, ils ont des immeubles, il y en a, ils ont 5 immeubles, je m'en fous en fait. T'achètes ton bien, c'est toi qui fais ton petit projet et tu avances comme ça, exactement. Donc vraiment, il ne faut pas se comparer, il faut prendre ses calculs, prendre le temps. Salut à tous, c'est Léna, on se retrouve dans un deuxième épisode. Comme j'ai vu que le premier épisode vous a plu, j'ai décidé de réinviter Axel. Salut à tous. Pour du coup reparler immobilier. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un peu d'autres sujets. Donc voilà, c'est parti. Bah écoute Léna, merci de m'avoir invité. Bah, c'est cool en tout cas si ça a plu aux personnes qui ont regardé la vidéo. Donc il n'y a pas de souci moi pour revenir, c'est un sujet qui me passionne. Donc honnêtement, prêt pour répondre à tes questions et essayer d'apporter un maximum de valeur sur l'immobilier, sur le peu de connaissances que j'ai, en tout cas ma petite expérience, faire un retour d'expérience, donc ça sera un plaisir. Première question, je pense que beaucoup se la posent d'ailleurs pour débuter dans l'IMO. Géographiquement, qu'est-ce que tu me conseillerais pour investir dans un bien ? Alors quand tu dis géographiquement, tu veux dire où est-ce que tu voudrais, où est-ce qu'il faut aller chercher des biens en termes de secteur géographique ? Ouais, exactement. Honnêtement, alors moi c'est encore pareil, je vais faire part de mon retour, de mon expérience à moi. Moi, je me suis cantonné à un petit secteur géographique. Donc moi, je suis en province, dans un petit village, donc il y a plein de petits villages autour. Et je préfère regarder des biens systématiquement dans le même secteur, dans un petit rayon géographique. Pourquoi ? Parce que ça me permet de développer une certaine expertise dans ce petit secteur géographique. Si je commence à m'étendre de partout, tu vois, par exemple, je ne vais pas aller chercher des biens à Lyon, à Paris, à Marseille, etc. Parce qu'après, il faut avoir d'expertise partout. À Marseille, déjà, il y a plein d'endroits, plein de coins. Donc, il faut mieux rester dans un petit secteur, le maîtriser. Et en fait, à force de voir des annonces circuler, de prendre le pouls du secteur, des prix, etc., tu vas voir qu'il y a des annonces, boum, elles partent direct. Il y a des biens en off-market, boum, ils partent direct. Alors qu'il y a des biens qui traînent un petit peu. Donc après, tu flaires plus facilement la bonne opportunité si tu regardes constamment les annonces et si tu sectorises ta recherche. Si tu commences à regarder partout en France, bah, tu vas développer une expertise nulle part au final, quoi. Tu ne sauras pas si c'est une bonne affaire à Bordeaux, un studio à 60 000, tu n'en sais rien, quoi. Alors que si c'est près de chez toi et que tu connais le secteur par cœur, tu vois un truc sortir, d'emblée tu sais, ouais, ça c'est rentable, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Donc ça te permet vraiment de faire l'entonnoir et de réduire ta recherche et d'aller vraiment que vers les pépites et les trouver rapidement et être le premier à faire des offres. Et du coup, dans le premier épisode, tu nous disais que voilà, toi, tu aurais une préférence à passer par l'agence. Et du coup, est-ce que tu peux trouver un bien en passant par ton agence ? Est-ce que l'agence peut t'orienter vers l'achat d'un bien ou pas ? Bonne question. Moi, honnêtement, à part pour le second bien, donc pour la petite histoire, ceux qui n'ont pas vu le premier podcast, il me semble que j'avais raconté ça. Quand j'ai fait appel à une agence immobilière pour mettre sous gestion mon premier bien, mon premier appartement, du coup, la personne qui s'occupait de la gestion locative m'a dit, voilà, il y a une collègue en transaction qui a un bien sous la main, là, l'offre n'est pas encore publiée. Donc, il y avait l'offre, il y avait la visite virtuelle et compagnie. Et donc là, c'était du off-market. Avant que l'offre soit publiée, moi, j'ai fait une offre un peu en dessous, mais suffisante pour que l'offre passe et qu'elle ne soit pas mise, parce que là, je verrais que c'était quand même une bonne opportunité. Donc, hormis ça, où là, du coup, le fait d'avoir un réseau, c'était intéressant. Sinon, honnêtement, le reste, c'est de la recherche active de biens sur tous les sites. Et j'essaye de privilégier maintenant plutôt PAP entre particuliers, parce que quand tu vas chercher un bien qui est vendu en direct par le propriétaire qui ne passe pas par une agence, automatiquement, tu vas avoir un pouvoir de négociation supérieur du fait qu'il n'y a pas pour le vendeur d'honoraires de frais d'immobilier, d'agent immobilier à payer. Ah oui, okay. Donc, si par exemple il met un bien à 106 000 avec agent immobilier et qu'il veut 100 000 net vendeur parce qu'il y a 6 000 euros d'honoraires d'agent immobilier, lui il a 100 000 net vendeur du coup dans sa poche. Alors que s'il le vend tout seul, déjà à 100 000, il a déjà le bon quota. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de vendre par ses propres moyens parce que directement, si ce n'est pas des acheteurs expérimentés, ils aiment bien quand même qu'il y ait un agent immobilier entre.
parce qu'ils ont l'impression que ça sécurise la transaction, Ouais, alors que pas du tout. Mais au moins, voilà, il y a quand même ce biais-là où généralement, c'est vrai qu'un bien vendu par agent immobilier se vend beaucoup plus facilement. Et j'ai vu beaucoup de biens d'ailleurs qui traînent lorsqu'ils sont mis par un particulier. Et en fait, dès qu'ils sont mis par un agent, même plus cher, en fait, ils partent beaucoup plus facilement parce que, voilà, encore une fois, en France, quand c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il est plus rassuré en tant qu'acheteur s'il y a un agent immobilier en face. Alors que moi, maintenant, je commence à avoir une petite expérience, je préfère aller chercher du particulier. Je sais que le pouvoir de négociation est bien plus important. Et pour la petite anecdote, quand j'ai mis ma première maison du coup en vente, au début, donc je l'avais mis 270 000 euros du coup en prix de vente. J'avais eu 2-3 visites, les gens étaient super intéressés, j'ai jamais eu d'offre, alors j'ai eu une offre, désistement, etc. On l'a mis une semaine après, donc par agence, à 284 000 euros pour que j'ai 270 000 net vendeurs, donc beaucoup plus cher, et moi j'avais le même montant net vendeur, et il y a eu 3 offres au prix dans la même journée. Pour te dire que malheureusement, enfin malheureusement pas, on s'en fout, mais en tout cas il y a ce biais quand même où les vendeurs préfèrent passer par des agents immobiliers. Mais c'est vrai que du coup, toi, en tant qu'investisseur, quand tu cherches des biens où il n'y a pas d'agent immo, parce que tu sais que tu vas pouvoir vraiment creuser le prix et avoir un prix beaucoup plus attractif, et du coup, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de biens qui sont vendus en direct. Et aussi un autre biais, c'est que les personnes qui vendent en direct, souvent, ils ont une méconnaissance du prix et ils mettent souvent un prix bien trop élevé par rapport à la valeur du bien. Donc l'agent immo, il est aussi là pour évaluer plus correctement le bien et dire en gros au vendeur, voilà, là, ce bien-là, ça sert à rien, moi je ne le mets pas en vente à ce prix-là, on réduit parce qu'un bien qui se vend rapidement, c'est aussi un bien qui est au prix, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. Par exemple, là, je suis en train de voir un bien, le bien, il veut pas partir au prix que je veux, c'est en direct avec le propriétaire, mais il surestime un petit peu, donc moi j'essaie de creuser. Et de toute façon, voilà, là le seul bémol, c'est que du coup, lui, il est un petit peu surestimé, mais je guette, voilà, je mets dans mes favoris, je guette le bien, je sais qu'au bout d'un certain temps, voilà, un bien qui reste trop longtemps de toute façon en annonce, il perd 20-30% de sa valeur juste du fait d'être resté active sur Internet. Parce que du coup, un vendu, donc après tout le monde se dit, ok, c'est qu'il y a des problèmes, il y a forcément un souci, un bien qui part pas, voilà, ça engendre un climat de si le bien n'est pas parti, c'est qu'il y a un souci. Donc soit les biens ils partent directement, et s'ils traînent un petit peu, la valeur baisse. Par exemple, moi la maison individuelle que j'ai achetée, j'ai attendu 1 an, voilà, j'ai mis en favori pendant 1 an, j'ai attendu vraiment que, entre guillemets, les vendeurs n'aient plus personne pour aller faire une offre très basse, et en fait là, comme il n'y a personne qui voulait se positionner parce que pas mal de travaux bien un petit peu atypiques, du coup, j'ai pu vraiment avoir un prix hyper attractif, quoi. Ok. Donc c'est un jeu de patience, un jeu de repérage, et c'est pour ça que je dis on ne peut pas faire ça sur toute la France, c'est impossible. Déjà, moi j'ai un petit secteur, on va dire que ça couvre 5-6 villages de entre 3000 et 6000 habitants, et déjà ça fait beaucoup de recherches, et ça fait un gros suivi d'annonces, quoi. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu penses du fait de mettre de l'apport ? Est-ce que obligatoirement, on doit mettre de l'apport dans un bien ? Alors en fait, au sujet de l'apport, si tu veux, pour moi, l'apport ne doit pas être un choix. Ça ne doit pas être un choix de l'investisseur de mettre de l'apport, à aucun moment. Le but justement, c'est d'avoir un financement le plus complet sur le bien et de mettre le moins d'apport possible. L'apport ne doit pas être un choix, ça doit être une contrainte. C'est-à-dire en dernier recours, ok, là par exemple, plus tu vas aller dans l'achat de biens successifs, et plus du coup ton risque perçu par la banque va augmenter. Si c'est ton premier achat en locatif, le risque perçu il est faible. Si c'est par exemple, on dit n'importe quoi, ton 5e achat locatif, là le risque perçu il augmente énormément, et donc la banque justement va vouloir que tu montres un peu patte blanche et que tu sécurises un peu plus le projet en mettant par exemple de l'apport. Donc l'apport pour moi c'est vraiment plus une contrainte qu'un choix. Ça ne doit pas être un choix, un premier investissement par exemple, à aucun moment il faut se dire voilà, moi je vais mettre de l'apport pour... Parce que souvent j'entends ça, moi justement je vais mettre de l'apport pour réduire la mensualité, donc réduire le prêt, donc la mensualité, pour avoir un cash flow positif. Mais oui, mais du coup si tu as un cash flow positif, c'est génial, mais du coup ça veut dire que tu n'as pas un prêt important, donc déjà tu as mis de l'apport, tu as enlevé de ton cash, tu as sorti de ton cash,
ton prêt n'est pas assez important, donc tu n'as pas beaucoup d'intérêt de crédit, donc tu n'as pas grand-chose en charge pour aller écraser tes loyers. Donc tu es perdant à tout niveau. Tu as mis de l'apport, tu as moins de cash sur ton compte, et en plus de ça, tu as immobilisé du coup de l'argent forcément, et du coup tu as des charges déductibles moins importantes, donc tu vas payer plus d'impôts à la fin. Donc ça n'a aucun sens. Là, le but, c'est que c'est une contrainte. Voilà, au maximum, il faut essayer de mettre le moins d'apport possible. Donc, sur le premier projet, généralement, quand on a un bon profil, c'est faisable. Sur le deuxième, peut-être aussi, à partir du troisième, en tout cas en nom propre, troisième et plus, voire deuxième et plus, là, il faudra mettre les frais annexes, généralement, en apport. Donc, vraiment, le premier, c'est caviar. C'est celui où il faut se presser le moins parce que c'est celui où on aura généralement les meilleures conditions. Surtout si on change de banque. Parce que si on change de banque, le banquier, du coup, lui, va avoir un nouveau client. S'il y a un bon dossier, un profil solide, ça va l'intéresser d'avoir les comptes de cette personne-là dans sa banque, l'avoir en tant que client. Et donc, c'est là où le pouvoir de négociation est le plus important. Et c'est donc ici qu'il faut aller chercher les meilleures conditions. Et par meilleures conditions, j'entends essayer d'aller chercher un financement sur 25 ans, du différé, et un taux le plus intéressant possible, sachant qu'il n'y a que pas toutes les banques font du 25 ans, donc encore une fois c'est là où un courtier va pouvoir vous aiguiller d'aller chercher les partenaires bancaires les mieux en fonction de votre cas. Il y a des partenaires qui vont aller chercher du 25 ans avec des bonnes conditions, du différé, etc., mais qui vont être plus frileux pour aller empiler les projets. D'autres banques vont permettre d'empiler plus de projets, donc vont plutôt intervenir en fin de parcours pour empiler les derniers projets, mais par contre, ça sera peut-être du 20 ans, des conditions un peu moins avantageuses en termes de différé, mais au moins, voilà. Donc, et pour ton premier bien, tu as réussi ou pas? Deux premiers biens, donc premier bien, 25 ans, différé, j'ai financé les frais annexes et les travaux, donc zéro apport, 25 ans différé sur 24 mois. Okay. Deuxième bien, j'ai dû mettre l'apport des frais annexes, mais toujours 25 ans et du différé. Et à partir du troisième et quatrième financement, là j'ai dû changer de partenaire bancaire. Donc là c'était du 20 ans. Mais au moins j'ai pu passer les dossiers. Donc conditions un petit peu moins avantageuses, 4 mois de différé, 20 ans. Mais au moins voilà, j'ai pu les faire. La banque qui m'avait suivi là sur du 25 ans ne suivait plus sur les deux dossiers. Donc par contre, au moins, c'était bien de le faire dans cet ordre. En premier, il faut vraiment aller chercher les partenaires bancaires avec les meilleures conditions en termes de durée de prêt, de différé et de conditions aussi en termes de taux. Il faut se focaliser sur la durée, le taux nominal, donc le taux d'intérêt du prêt de base, l'assurance, donc l'assurance du prêt ainsi que l'assurance du bien, donc l'assurance PNO, propriétaire non occupant, ça peut changer. Donc ça, c'est pas forcément hyper important. La PNO, elle peut changer au bout d'un an et l'assurance du crédit, elle peut changer directement après. Donc ça, c'est pas des vecteurs les plus importants. Il faut vraiment se consacrer au taux nominal du prêt, même si ça peut changer, mais c'est un peu plus délicat parce que là, du coup, il faut refaire un financement sur notre banque. Alors que l'assurance du prêt, ça change facilement. Idem pour la PNO, l'assurance PNO. Par contre, la durée de financement et le taux et le différé, ça, c'est hyper important. Donc au départ, il faut aller chercher ça sur les premiers. C'est vraiment essayer d'aller chercher du 25 ans, du différé et de ne pas mettre d'apport. Comme ça, on garde l'apport pour aller financer les prochains projets sur lesquels il faudra aller chercher d'autres partenaires qui vont exiger de l'apport. Et là, du coup, si on a déjà mis tout son apport dans le premier projet, on n'arrivera pas à passer les suivants. Même si le taux d'endettement peut passer, la capacité d'emprunt suit. Si on n'a pas l'apport à mettre dans le projet ne pourra pas être réalisé. Donc vraiment au début, essayer de mettre le moins d'apport, meilleures conditions, 25 ans différé, taux intéressant. Et derrière, aller plus sur du poussif, entre guillemets, chercher des partenaires qui, eux, vont plus regarder l'humain et moins les chiffres. Ils vont peut-être pas bloquer sur du 33% d'endettement pile, et ils vont aller au-delà en fonction du profil. Voilà. Ok. Au niveau de ta RP, est-ce que ça t'a facilité la vie auprès de la banque pour investir dans d'autres biens ? Alors, le sujet de la RP, c'est... Moi, j'ai mon avis, mais c'est que mon avis, c'est... je pense qu'une banque, elle aime quand même que tu aies une RP. C'est-à-dire que tu aies bon profil de père de famille, entre guillemets. Voilà, c'est caricatural, mais je pense que c'est plus ou moins le cas. C'est-à-dire que si une banque veut te financer,
Si tu n'as pas tes RP, imaginons, parce qu'on dit souvent, oui, c'est plus intéressant d'être en location plutôt que d'être propriétaire de ses RP. Ça dépend de comment tu finances tes RP, ça dépend de quel RP tu as pris. Le loyer, si tu payes ton loyer, ce qui est bien, c'est que du coup, tu ne payes pas de taxes foncières. Tu as peut-être des APL, donc du coup, ça réduit la dépense que tu vas sortir au mois. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, pour mettre du cash de côté, en prévision de l'achat d'une RP. Parce que pour du locatif, si tu n'as pas de RP, là-bas, on va se dire, ok, il achète du locatif, mais il n'a lui-même pas sa RP. Mais par contre, le but, c'est pas d'aller chercher la RP de tes rêves direct. Parce que tu vas chercher la RP de tes rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller chercher le maximum de ta capacité d'endettement. Tu vas directement te bloquer. Donc derrière, tu auras peut-être une cartouche à mettre et encore. Et donc là, tu fausses le jeu. Tu vas te mettre des grosses charges, un gros montant de grosse mensualité. Peut-être que du coup, qui dit gros bien dit grosse taxe foncière, grosses dépenses d'énergie, etc. Moi, je recommande pour la RP, c'est vraiment d'aller chercher un bien où il y a des travaux. Tu vois, en fait, c'est dans l'inconfort que tu fais ta rentabilité. Okay. Donc, tu ne peux pas aller chercher un bien qui est tout propre, tout neuf, tout nickel, où tu poses tes valises. Tu ne seras pas rentable derrière à la revente. Si tu vas chercher un bien que pas grand monde veut, mais toi, tu le vois bien, voilà, belle surface, etc., ça t'intéresse, un bien qui t'intéresse, où tu te projettes au moins sur 5 ans pour de la RP, et bien là, comme tu es sur place, tu vas pouvoir faire tes travaux toi-même, petit à petit, tout en vivant dedans. Donc tu rembourses ton crédit, tu fais tes petits travaux. Généralement, il faut prendre des biens, honnêtement, le plus simple, c'est où il y a la cuisine, salle de bain à refaire. Voilà, une cabine de douche, c'est très facile à changer. Une paroi de baignoire, c'est facile à installer. Des mitigeurs, c'est facile à changer. Une vasque avec des mitigeurs, c'est facile aussi. Et une cuisine, moi, j'y connaissais strictement rien en bricolage. Ma première maison, j'ai refait ma cuisine tout seul avec l'aide de mon beau-père, exactement. Cuisine brico d'épaule m'a coûté 1 200 €, tout est équipé à l'époque. Et au final, j'aurais mis une cuisine, je sais quelle marque, posée par un poseur de cuisine à 10 000 – 12 000 €. J'aurais pas vendu ma maison plus cher. Donc voilà, rafraîchissement, praticité. Voilà, faut aller chercher la praticité, que la personne qui va acheter ton bien se dise, ok, j'arrive, je pose les valises. Par exemple, moi j'avais changé la chaudière par un plombier. Chaudière, chauffage, j'avais refait la cuisine moi-même, salle de bain moi-même. Alors quand je dis salle de bain, juste changer la cabine de douche, un meuble vasque et un mitigeur. J'avais motorisé, parce que c'était des volets roulants PVC, j'avais motorisé les deux gros, parce que c'est vrai que c'était physique de les ouvrir, honnêtement c'était pas très confortable. Donc là, augmenter la praticité, ça coûtait pas grand chose et ça augmentait vraiment la valeur perçue du bien, la modernité. Donc voilà, chaudière, chauffage, et puis dehors, j'avais tout cliné, voilà, petit terrain, mais j'avais mis des clôtures, des belles petites clôtures, etc., que j'avais fait tout seul. Donc j'ai vraiment pu valoriser le bien à moindre coût et donc réaliser une belle plus-value. Bon, ok, il y avait le Covid qui était passé par là, mais honnêtement, j'aurais mis plus d'argent dedans, le prix plancher était atteint pour moi. Ouais. Voilà, la peinture, j'avais aussi refait la peinture dedans, en fait tout ce qui était moderne mais qui est à moindre coût. Et vraiment, j'ai fait appel à des artisans que pour les postes techniques. Changement de la chaudière, déchauffage, motorisation de volets roulants, mais tout le reste, j'ai fait moi-même. Ok, là, j'étais en train de penser à un truc, par exemple, tu achètes un bien qui devient ta RP, et en fait, au fur et à mesure que tu fais tes travaux dedans, quand tu réinvestis dans un autre bien, tu changes et ça devient ta RP. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, tu changes à chaque fois ta RP et en fait le bien que tu avais avant ta RP, tu le mets en loc, tu vois. Alors ça c'est le problème de ça, c'est que si tu es en RP, tu pourras pas déduire tes travaux. Tes travaux, c'est que pour l'investissement locatif. Ah oui, d'accord. Donc si tu vis dedans quand tu fais tes travaux ils sont pas déductibles. Donc par contre, ce que je recommande, c'est donc de faire ça, d'aller chercher un bien. Déjà, surtout, une erreur à ne pas faire, c'est de ne pas aller, si c'est de la maison individuelle, parce que c'est un appartement, il n'y a pas la question, mais déjà, alors même si c'est un appartement, d'aller chercher des biens avec des faibles charges de copropriété. Et ça, d'ailleurs, même sur les investissements locatifs que je fais, moi, je vais chercher soit de la petite copro avec 2-3 lots de la copro bénévole, soit de la monopropriété, soit de la maison individuelle. Comme ça, pas de copropriété. Okay. Pourquoi ? Parce que quand tu as une copropriété, imaginons que tu payes 100 € par mois de charges de copro, pour pas grand-chose des fois, hein, si c'est juste pour un coup de balai par une agence de nettoyage dans les parties communes, on va payer 100 € par mois, voilà, pour des fois des charges qui ne sont pas très justifiées. Le problème, c'est que ton loyer, lui, qu'il y ait des charges de copro pour quelque chose avec une faible valeur perçue
ou non, ton loyer ne va pas augmenter. Si ton loyer c'est 600 euros, c'est pas parce que tu as 100 euros de charge de copropriété pour un coup de balai dans les parties communes que ton loyer il va passer à 700. Non, non, ton loyer va rester à 600. C'est juste que toi, en tant que propriétaire du bien, tu vas percevoir que 400 euros. Que 500 euros, du coup, les 600 moins les 100 euros de charge de copropriété. Et donc ça, c'est valable pour le locatif, mais c'est aussi valable pour la RP. Pourquoi? Parce que ça veut dire que chaque mois que tu vas détenir le bien, tu vas payer ces charges de copropriété, si c'est du coup le cas d'un appartement. Et du coup, c'est un peu de l'argent, entre guillemets, qui ne sert pas à grand-chose. Hein. Tu ne finances pas ton bien, tu ne rembourses pas ton crédit, ni rien. Et en plus, pour l'acheteur, lui, il va quand même voir ce critère-là. Il va se dire, OK, bon, il y a des charges de copro, donc ça va peser dans son budget, lui, pour lever de la dette bancaire. Ça va peser aussi sur, si sa mensualité, il se dit, OK, moi, je peux rembourser au max par mois pour mon bien, je veux sortir 800 euros. S'il y a déjà 100 euros de charges de copropriété, il ira chercher qu'un endettement de 700 euros par mois. Donc vraiment, et aussi, si c'est la maison individuelle, petit terrain. Parce que c'est un gros terrain, il faut se dire que tout le temps que tu vas passer en terrain à entretenir tes plantes, ton gazon, etc., c'est du temps perdu, parce que c'est quelque chose à faire systématiquement qui n'apporte aucune valeur. C'est pas mieux un appartement, du coup? Moi, je pense que des belles plus-values, ça se fait sur de la maison individuelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette notion de peur, entre guillemets, du voisinage, de la copropriété. C'est mon avis, hein, mais un appartement prendra moins de valeur qu'une maison individuelle. Moi, je l'ai vu de mon expérience, alors même s'il y a eu le Covid, ok, entre-temps, mais une maison individuelle, tu tapes déjà un budget autre, tu tapes un projet de vie, une famille. Si tu n'as qu'à poser les valises, pour une famille, c'est top. Et du coup, là, c'est vraiment sur du coup de cœur. Un appartement, tu peux aussi avoir un coup de cœur, mais pour moi, tu ne peux pas faire une plus-value aussi importante sur un appartement que sur une maison individuelle. Alors, sauf si l'appartement, c'est une ruine et que tu retapes tout de A à Z. Mais honnêtement, moi, je partirais sur une petite maison individuelle pour ceux qui sont en province, parce que forcément, ceux qui sont à Paris, une maison individuelle, voilà, je sais pas les prix, mais je pense que c'est compliqué. Mais par contre, une petite maison individuelle en province, en fait, plus le prix sera entre, on va dire, je parle de mon secteur, entre 200 et 300 000 euros, plus ça touchera plus ou moins tous les budgets, et donc, ça sera des biens qui partiront vite. Ça sera des biens qui vont vraiment pouvoir décoller. Un bien que tu achètes, moi par exemple, si on résume ma première maison, du coup en 2019, c'était 195 000 euros. J'ai fait 30 000 euros de travaux. Du coup, avec les frais notaires, ça faisait 212 000, 30 000 euros de travaux, donc ça faisait 250 000, je crois, quelque chose comme ça, ou un peu moins, et je l'ai vendu du coup 270 000 net vendeur. Enfin, j'ai fait une plus-value, une vraie, réelle plus-value, pas une plus-value comme on entend. Voilà, j'ai tout compté, les remboursements de prêts, les intérêts que j'avais payés, les taxes foncières, etc., tous les travaux. J'avais tout mis dans un Excel, et j'avais fait 30 000 euros de plus-value en 2 ans, alors que normalement en 2 ans, tu rembourses juste tes frais de notaire. Enfin, tu amortis juste tes frais notaires, c'est-à-dire que si tu achètes un bien comme moi, du coup, on va dire 195 000, 212 000 avec les frais de notaire, ça veut dire que 2 ans après, potentiellement, si tu n'as strictement rien fait, tu peux le revendre dans ces clous-là, c'est-à-dire peut-être 205, 212 000, si tu n'as rien fait. Parce que du coup, comme chaque année, ton bien prend de la valeur, ça amortit ces frais de notaire que tu as payés. Du coup, ça vient s'ajouter à ton prix, mais lui, tu achètes un bien 195 000, demain, tu ne le revends pas à 212 000 parce que tu as payé des frais de notaire. Il vaut toujours 195 000 euros. Ouais. Donc ça peut être soit une maison, soit un appartement, soit un bien que tu as rénové, ou soit un bien que tu construis de A à Z. Bon, après, la construction... C'est ce que tu as fait, non, pour ta RP? Moi, après, on a fait une construction, mais honnêtement, là, c'est plus... du coup, c'est ce que je disais, là, c'était plus de la construction ou pas du tout un bien pour lequel je compte faire une plus-value. Là, c'est un bien vraiment pour y vivre, pour se projeter sur le long terme. Donc, on a fait vraiment ce qu'on aimait, ce qu'on voulait. Donc là, malgré le fait qu'on soit passé par des artisans en direct, qu'on n'ait pas la marge d'un constructeur, là, c'est une maison où du coup, on a voulu mettre des belles choses, etc. Donc au final, là, on fera jamais... Enfin, en tout cas, on fera une plus-value, mais sur le très long terme. Là, si je revends, ça fait du coup 3 ans qu'on a construit, je suis même pas sûr que je le revende au coût d'acquisition, malgré le fait d'avoir fait beaucoup de choses nous-mêmes, d'être passé par des artisans nous-mêmes, etc., d'avoir fait la maîtrise d'ouvrage. Donc là, pour le coup, c'est pas le bon, je serais pas la bonne personne pour parler d'une construction de maison. Après, si j'avais fait construire une maison
par moi-même, avec le choix des artisans et avec un petit terrain, une petite maison, 80-90 mètres carrés, des matériaux classiques, parce que comme je disais, c'est pas parce que tu mets des super matériaux haut de gamme que ta maison va décoller en termes de prix. Il faut que ça soit corrélé au type de maison. Donc par exemple, peut-être que si j'avais acheté un petit terrain de 500 mètres carrés avec une maison de 90 mètres carrés, donc pour les budgets de tout le monde, et que là j'avais fait construire, peut-être que j'aurais pu m'en sortir pour 250 000, la vendre 300 000. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas en parler, je ne sais pas si c'est possible ou non. Je vois qu'il y a beaucoup de constructeurs qui font faillite, donc je pense que c'est très complexe actuellement le neuf. Quoi. Ok. Mais du coup, tu m'as pas répondu. Est-ce que ta RP te bloque dans tes achats? En fait, ce que je dis, c'est que si tu achètes une petite maison avec la cuisine, salle de bain à refaire, là je fais dans les grandes lignes, la peinture, etc., et que petit crédit en face, et en plus, du coup, moi ce que je conseille, c'est de faire ça. Sur la RP, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, donc il faut en profiter tant que c'est encore d'actualité. T'attends 4-5 ans, tu fais une belle plus-value sur ta RP. Si ta capacité d'emprunt est au max, et comme ça te permet de dégager de la trésor, de rebondir sur une RP pas plus grande. Tu vois, le but, c'est pas d'avoir une RP par exemple à 200 000, de la vendre 250 000 et de racheter une RP à 250 000. Parce que du coup, tu reviens à la case départ. Non, le but, c'est justement de rester sur une RP la même, avec le même prix. Comme ça, au moins, la plus-value, c'est une réelle plus-value que tu as sur ton compte, que tu vas pouvoir investir ensuite dans des projets locatifs. Et au moins, tu t'es pas mis une charge d'emprunt, du coup une mensualité plus importante que pour le premier projet. L'idée, c'est de récupérer de la trésor de par ta plus-value, mais de ne pas aller chercher une seconde RP plus importante, parce que si tu fais gonfler ta mensualité, ok, tu as du cash, mais du coup, tu as fait gonfler ta mensualité, du coup, tu as bloqué ta capacité d'emprunt, donc c'est pas bon. Par contre, si tu vends ta première RP, tu fais de la plus-value, et sur ta deuxième RP, tu restes sur le même type de crédit, le même montant, là, tu as ta plus-value, tu as la même mensualité, donc du coup, tu as dégagé, tu as un meilleur profil comparé à avant. L'idée, c'est d'améliorer ton profil, soit avec une augmentation de ta capacité d'emprunt, si tu augmentes tes revenus ou tu réduis ta mensualité, soit avec une meilleure épargne pour le projet. Et si du coup tu veux, sur ta première RP, tu es plutôt pressé, tu veux quand même aller chercher l'investissement locatif, là, comme je disais, à ce moment-là, il faut faire le calcul avant, se dire, ok, je ne vais pas avoir ma RP de rêve, je veux prendre une RP qui va aller chercher peut-être, je sais pas moi, 20% de taux d'endettement, et pas directement le plafond. Et comme ça, derrière, j'aurai une cartouche pour faire un premier investissement locatif. Comme ça, le temps que tu fasses tes travaux dans ta RP, etc., tu peux quand même avoir de côté un premier investissement locatif. Et comme ça, peut-être pour ton deuxième projet, comme il passera peut-être pas parce que tu auras ton investissement locatif en nom propre plus ta RP, là, le fait de vendre ta RP, d'aller chercher une RP avec le même montant de prêt, mais alors dégager un delta du coup de la plus-value que tu vas avoir, donc tu auras plus de cash sur ton compte, là, peut-être que ça débloquera la situation pour aller chercher un deuxième projet locatif parce que la banque verra que tu as de l'épargne, tu auras de l'épargne résiduelle. Et d'ailleurs, autre biais, c'est pas parce que tu as de l'épargne qu'il faut aller mettre du cash, de l'apport dans ton projet. Là, quand je dis tu auras plus d'épargne pour aller monter sur un autre projet, ça ne veut pas dire que tu as plus d'épargne et donc du coup, le bien il vaut 100 000 et tu vas mettre 50 000 euros d'apport pour passer le crédit coûte que coûte et avoir 50 000 euros de prêt. C'est pas le but. Le but, c'est que le banquier voit que ton profit, il est sécure. Avant, il passait pas parce que, je sais pas, tu avais 5 000 euros d'épargne, donc tu n'avais rien à mettre dans le projet et en plus, tu n'avais que 5 000 euros d'épargne résiduelle. Donc l'épargne résiduelle, c'est l'épargne qu'il te reste après financement du projet. Là, d'un seul coup, si tu as vendu ton premier bien, tu as refait un prêt du même montant que le premier prêt sur ta RP, tu as dégagé, par exemple, je sais pas, 30 000 euros de plus-value, ou 30 000 euros, en tout cas de plus-value, 30 000 euros d'argent en plus sur ton compte, parce que du coup, quand tu vends, moi par exemple, quand j'ai vendu ma RP, en fait, tu vends, avec le fruit de la vente, tu rembourses le crédit restant, le capital restant dû, et du coup, tout le reste est pour toi. Donc, ce delta-là, on va dire que ça représente 30 000 euros dans le cas que j'ai cité, donc il a 5 000 euros d'épargne, et là, cette fois-ci, avec les 30 000, il a 35 000. Donc peut-être que, même sans mettre d'apport dans le second projet, le fait d'avoir 35 000 euros d'épargne résiduelle va rassurer le banquier et il va peut-être un peu plus forcer le deuxième financement. Peut-être que le deuxième financement va passer juste par ce levier-là d'avoir augmenté l'épargne résiduelle. Il faut se dire qu'un banquier regarde deux choses. Il regarde
la capacité d'emprunt, ton taux d'endettement et ton épargne. Donc il faut jouer sur ces deux leviers. D'investir, ton taux d'endettement, il va forcément augmenter. Ça, c'est le problème, surtout en nom propre, parce que automatiquement, tu as ton taux d'endettement qui augmente, même si ton projet est ultra rentable, ton taux d'endettement, il augmente quand même. En fait, avant, alors maintenant, ça commence à faire un moment, mais lorsque je voulais faire mon premier investissement locatif il y a un bon moment, il y avait ce qu'on appelait le calcul différentiel. Si tu avais un loyer de 1000 euros et que tu avais en face une mensualité de 800 euros, la banque, généralement, donc elle prenait 70% du montant du loyer pour tes revenus. Donc là, en l'occurrence, 1000 fois 70%, donc soit 700 euros. Donc avec le différentiel, en fait, tu as ton loyer, on va dire 1000 euros, tu as ta mensualité de crédit 700 euros. La banque prenait 70% du loyer pour tes revenus. Donc elle prenait, là en l'occurrence, 70% de 1000 euros, donc 700 euros. Et au calcul différentiel, donc, comme son nom l'indique, on faisait la différence entre les deux, donc 700 euros, donc 70% de 1000 euros de ton loyer, 700 euros, auquel on venait soustraire du coup la mensualité de 700 euros. Donc là, ça se neutralisait, donc du coup, ton endettement, il n'augmentait pas. Si par exemple, tu avais 1300 euros de revenus, et ben, tu restais, et que tu n'avais pas d'endettement pour ta RP par exemple, ben, tu restais à 0% d'endettement. C'était un petit peu magique, tu pouvais finalement empiler les biens. Alors qu'après, on est basculé sur un système au réel, c'est-à-dire que plutôt que faire ce calcul différentiel, on prend toujours 70% du montant du loyer, donc toujours 700 euros. La mensualité, c'est toujours 700, sauf que cette fois-ci, on va prendre les 700 euros qu'on va rajouter à tes revenus. Donc là, si on prend l'exemple, la personne qui gagne 1300 euros, on rajoute 700 euros de revenus, donc ça veut dire qu'elle passe à 2000 euros de revenus. Au numérateur, par contre, au dénominateur, on va venir mettre la totalité des 700 euros de crédit. Donc dans ce cas-là, bah, du coup, il y a 700 euros sur 2000 euros. La personne est déjà à plus de 33% d'endettement. Alors qu'avant, 0%, et elle pouvait empiler les biens. Là, directement, ça l'a fait voler à 33% d'endettement. Et tu peux pas dépasser les 33% d'endettement ? Ça dépend de ton profil, ça dépend de ton patrimoine, ton épargne résiduelle, ton niveau de revenu, aussi ton reste à vivre. Parce que c'est ça qui est important. Plus ton revenu va être élevé, plus ton reste à vivre va être important. Parce que ça veut dire que ta propension moyenne à consommer, c'est-à-dire la part de ton revenu consacré à, entre guillemets, ta survie pour assurer tes besoins primaires, se loger, se nourrir, se vêtir, etc., bah, va être élevé si tu as un salaire faible et va se réduire si tu as un salaire élevé. La personne qui gagne 10 000 euros par mois, bah, c'est pas parce qu'elle gagne 10 000 euros par mois qu'elle va dépenser 10 000 euros à se nourrir, à se vêtir, etc. En fait, ça va plafonner à un certain pourcentage du salaire, alors que la personne qui gagne 2 000 euros par mois, bah, elle va peut-être dépenser finalement presque autant que la personne qui gagne 10 000 euros par mois pour ses besoins primaires. Donc tout le reste, bah, c'est du reste à vivre, c'est-à-dire bah, de l'épargne qu'il peut mettre de côté, de l'excédent, et donc plus tu es sur des revenus élevés, plus du coup tu vas pouvoir non seulement aller chercher plus de dettes, car bah, du coup plus de revenus, donc ton taux d'endettement va être plus grand, enfin comment dire, ta capacité d'emprunt va être plus élevée du fait que chaque projet va moins imputer ta capacité d'emprunt, donc ton taux d'endettement, et plus ton revenu est faible, malheureusement, bah, plus du coup chaque projet va venir, boum, exploser ton taux d'endettement. Donc c'est pour ça que aussi un truc important, d'ailleurs dans n'importe quoi, mais il ne faut pas se comparer, c'est-à-dire qu'on s'en fout de se dire oui, moi quand j'ai acheté mon premier petit appartement, j'étais hyper content, j'étais pas là à me dire ouais, il y en a ils ont des immeubles, il y en a ils ont 5 immeubles, je m'en fous en fait. T'achètes ton bien, c'est toi qui fais ton petit projet et tu avances comme ça, exactement. Si on se compare demain tous à Elon Musk ou à quelqu'un qui gagne des millions peut-être chaque jour, ben on arrête de se dire oui, nous en fait nos projets ça sert à rien, quoi. Notre mensualité, notre loyer à 500 euros, ça sert à rien, quoi. À ce moment-là tout sert à rien. Donc vraiment, faut pas se comparer, il faut prendre ses calculs, prendre le temps. Et moi je le répète, chose que je n'ai pas faite, moi je suis allé tête baissée, moi je suis un peu en éclaireur. Mais vraiment, il faut prendre le temps de bien poser les choses avant son premier projet, parce que surtout si on n'a qu'une ou deux cartouches à mettre dans le locatif, bah, faut que ça soit des pépites en termes de projet. Il faut poser les choses et prendre le temps. Voilà. Okay. Ça sert à rien de se presser, parce qu'une fois qu'on a acheté le bien en locatif, qu'on a cramé la cartouche entre guillemets, ouais, c'est trop tard, quoi. Ouais. Donc derrière, après, peut-être on ne pourra plus le faire pendant 3-4 ans. Donc autant viser juste dès le départ. Je retiens.
Ok, du coup, par rapport à tout ça, quel type de bien tu me conseillerais? Bah, pour de la RP, comme je disais, si possible, si province, petite maison individuelle ou alors appartement avec petite copro, pas trop de charges de copro, Mhm. etc. Où on retape cuisine, salle de bain. Pour essayer de pas trop avoir un gros budget, du coup pas trop une grosse mensualité pour pas empiéter sur sa capacité d'emprunt. Et en termes de logement pour du locatif, honnêtement, moi c'est pareil, j'ai un peu tout essayé. Encore une fois, je suis allé vraiment en éclaireur. J'ai commencé par un appartement du coup où il y a 3 lots, un local commercial, deux appartements, donc deux biens à usage d'habitation. Du coup, là-bas, moi, j'en ai pris un des appartements. Donc là, c'est une petite copro bénévole, Mhm. pas de charge de copropriété, que 3 lots. J'aime bien, en fait, moi, je cherche vraiment des biens avec des petites copros bénévoles, comme ça, pas de charge de copropriété. Deuxième bien, de la monopropriété, du coup, un immeuble avec 5 logements. Euh, Troisième bien, une maison individuelle. Pareil, pas de charge de copro. Donc la petite maison individuelle de ville, hein, pas de la maison individuelle, Mhm. voilà, une petite maison individuelle de ville. Mais l'avantage, c'est belle surface, beaucoup de choses à refaire. Il n'y avait personne qui voulait aller dessus parce que pas mal de travaux, etc. Donc moi, comment je connaissais pas mal d'artisans et surtout bah, que j'ai maintenant pas mal d'expérience de par la construction de ma maison, etc. Du coup, moi, j'y suis allé. Et au moins, bah, du coup, encore une fois, pas de charge de copro. Par contre, le risque est un perçu un peu plus élevé, puisque du coup, montant un peu plus élevé, loyer plus élevé, mais les vacances locatives, par contre, là, voilà, il faut de l'épargne résiduelle pour être en mesure de prendre en charge les vacances locatives. Et donc, du coup, ça veut dire que ça fait petit appartement dans le petit copro, maison de ville, immeuble en monopropriété, du coup, ce qu'on appelle immeuble de rapport, et un autre petit immeuble, donc là vraiment avec juste un appartement au-dessus, et en fait moi j'ai acheté surtout pour le local commercial en bas, parce que ce local je le voulais, il est à un bon emplacement pour du coup exercer une future activité, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Ouais. Mais donc voilà, l'idée c'est que j'ai un petit peu, je suis allé un petit peu chercher tous les types de biens, donc c'est cool, au moins je vois un petit peu les avantages et inconvénients de tous. Ouais. Et comme je disais, bah, j'ai une stratégie de sortie qui dépend du type de bien. Voilà, Ok. comme je crois que je l'avais dit dans le premier épisode, donc je vous invite à aller visionner le premier épisode où je parle de ça. Mais voilà, et honnêtement, j'essaie de diversifier. Comme je le dis, moi je suis dans un petit village où il y a plein de petits villages autour. J'essaie du coup d'aller chercher un petit peu tous les villages rentables qui sont autour. Du coup, pas aller me diversifier en termes d'emplacement. Oui, tu vois lequel est le meilleur, lequel est le plus... Voilà, et puis surtout essayer de répartir le risque parce qu'on ne sait pas, peut-être que demain, dans un des villages, il peut y avoir d'un seul coup tout qui déserte au niveau des commerces, une mauvaise fréquentation, tous les prix qui chutent. Donc j'essaie de répartir un petit peu le risque en ayant des biens dans chacune des petits villages qui étaient un peu porteurs pour répartir déjà à ce niveau-là et aussi en type de biens pour pas avoir que de la monopropriété, pas avoir que essayer d'aller voir un petit peu ailleurs. Mais là, par exemple, sur les biens que je suis en train de voir actuellement, je cherche des biens vendus par des particuliers pour aller chercher les meilleurs prix ou alors du off-market. Pas de charge de copropriété ou très peu de charge de copropriété et surtout le mieux c'est des petites copropriétés, voilà 2-3 logements, copropriété bénévole où il n'y a qu'un couloir que les gens ils balayent eux-mêmes. Comme ça au moins ça évite le loyer, ça évite qu'ils partent en charge de copro et au moins c'est du loyer réellement perçu pour moi en tant que propriétaire. Sinon de la maison individuelle mais risque un peu plus élevé donc honnêtement voilà, je cherche quand même plus des petits appartements, petites copro. Et si je pouvais, j'irais encore chercher honnêtement de la monopropriété en immeuble. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant en fait à... Et là on en revient à la gestion locative. Sans gestion locative c'est impossible parce que qui dit plusieurs logements dit plus de gestion locative. Ouais, Il y a plus de turnover. Moi je l'ai eu en octobre 2025. Il y a déjà eu deux sorties, 2 entrées. Donc là, ça fait beaucoup de choses à faire. Et entre-temps, moi déjà, je m'occupe de... En fait, à chaque fois qu'il y a des vacances locatives sur un bien que j'ai jamais eu l'occasion de faire des travaux, puisque là, du coup, c'était un immeuble de rapport, donc tous les biens étaient déjà loués, tous les appartements étaient déjà loués, tous les lots, sauf un. Donc du coup, moi, le lot qui n'était pas loué, j'ai en profité pour faire des travaux. Ouais. Et à chaque vacance locative des 4 autres lots, donc des autres lots, pour lesquels je n'ai pas encore pu faire des travaux, j'en profite pour vite faire des petits travaux pour améliorer le bien et ensuite mettre quelqu'un et aussi rehausser le montant du loyer. Ok. Voilà, par rapport à du coup Alors ce qui a été que le apporté. locataire est encore dans le logement Non, quand le locataire... Alors en fait, quand le locataire il est dans le logement, de par le fait de passer par une agence, en fait tu as un indice
je sais plus comment ça s'appelle. T'as le droit d'augmenter les loyers En fait, alors que t'as un loyer de base sur le bail? En fait, t'as un indice de réévaluation du loyer. Ah, par rapport à l'inflation? Par rapport exactement au contexte économique, l'inflation, en fait, c'est un indice que les agences immobilières suivent, que toi-même en tant que particulier, si tu vends en direct avec, si tu loues en direct avec le locataire, tu peux réévaluer le bien. Mais l'avantage de passer par une agence, c'est qu'elle est beaucoup plus au courant de ça. En fait, elle va actualiser tout ça, elle va suivre le protocole pour pouvoir être en mesure d'actualiser la hausse des loyers. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, le fait déjà de reprendre, moi, la gestion, ça m'a permis de réévaluer, d'augmenter à chaque départ de locataire les loyers. Parce que là, les anciens propriétaires, ils géraient en direct, mais en fait, ils avaient mis en place des loyers, pour certains depuis 5-6 ans, qui n'avaient jamais réévalué, ils n'avaient jamais augmenté. Donc en fait, juste mécaniquement, le fait qu'il y ait une vacance locative avec ces loyers en cours, moi je rafraîchis un petit peu, on augmente à chaque fois le loyer pour les prochains parce que du coup le loyer n'avait jamais été augmenté et en plus du coup moi j'ai rafraîchi le bien, donc du coup ce qui justifie en plus du fait que la hausse n'avait jamais été appliquée, tu as une double hausse qui fait que tu grappilles quelques dizaines d'euros par-ci par-là. Pour toi, en vrai. Exactement, donc non seulement tu augmentes ton cash flow et en plus de ça tu augmentes mécaniquement la valeur de ton bien. Parce que là, comme c'est de l'immeuble de rapport, au début je voulais diviser et vendre chaque lot, je pense que je vais le vendre en tant que tel, en tant qu'immeuble de rapport en monopropriété, et du coup pour valoriser au mieux le bien, je vais essayer d'augmenter au maximum les loyers, du coup à chaque vacance locative du coup des précédents locataires, du coup du précédent propriétaire qu'il avait mis en place, du coup on met les vrais loyers à jour, et en plus avec un petit rafraîchissement, etc. Donc du coup là les loyers ils augmentent. On est passé par exemple de 2200 à quasiment 2400 euros de loyer, il me semble, juste par changement de 2-3 locataires. Donc déjà, voilà, ça fait un gain énorme, donc déjà 10% en 5 mois, juste grâce à des vacances locatives, un peu de travaux. Et donc, à terme, peut-être que dans 10 ans, avec la réévaluation des 2 derniers locataires pour lesquels il n'y a pas eu de vacances locatives et que j'ai pas pu encore rehausser les loyers, plus le fait que les loyers vont être réévalués chaque année, peut-être que dans 10 ans, alors je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'ils seront, là ils sont à, on va dire 2400 euros, peut-être que dans 10 ans ils seront à 3000 euros. Quoi. Donc forcément, si les loyers sont à 3000 euros, l'acheteur, l'investisseur qui va investir dans ce bien-là, lui, il va pouvoir acheter à un prix plus élevé que moi pour avoir la même rentabilité. Et donc du coup le prix de mon bien il va augmenter. Donc c'est une stratégie différente, voilà, là pour l'immeuble comme ça, mais c'est hyper intéressant honnêtement d'aller augmenter ça, puisque là par exemple la maison individuelle, on a défini donc un loyer, parce qu'avant c'était de la RP, la personne qui a vendu, on a défini donc un loyer, hormis peut-être le fait de changer la chaudière, qui est une chaudière au fluoul, le jour où je la change, du coup je mettrai du coup une PAC. Mais bon, honnêtement, ça ne fera pas décoller le loyer. Là, ça sera juste une hausse parce que dès le début, on est parti sur un loyer correct et du coup en phase avec le marché. Donc ça peut être intéressant vraiment ça, d'aller chercher, des fois se dire ok, parce que des fois, ok pour la banque ça va être compliqué d'aller chercher un bien pour lequel les loyers sont pas hyper élevés, mais si on sait que le loyer est décorrélé du marché, il est plus faible que la valeur du marché, on sait qu'on a quand même ce levier là, le jour où le locataire part, on peut augmenter le loyer directement, peut-être même de 10-15%, si c'est comme mon cas, soit le loyer avait été sous-évalué, soit il n'avait pas été forcément sous-évalué, mais il n'avait jamais été augmenté. Donc si une personne, le loyer était OK au marché en 2010, et maintenant dans 2026 il n'a jamais été augmenté, forcément le loyer là, le jour où la personne part, il va augmenter énormément. Donc il y a tous ces paramètres à regarder, c'est pour ça que ça dépend du type de profil de l'investisseur, de sa stratégie, de voir ce qu'il souhaite faire. Quand on est en début de projet, on peut aller chercher des projets un peu moins rentables sur le papier parce qu'on sait qu'il y a un levier, mais malheureusement, si c'est en bout de projet et qu'on est vraiment ric-rac niveau capacité d'emprunt, que le logement est déjà loué, s'il est loué avec un loyer faible, là, ça ne couvrira pas la mensualité, donc le banquier ira peut-être pas. Si on est en bout de parcours, on aura beau lui dire oui, mais le loyer va être évalué, mais lui, il ne sait pas quand le locataire va partir. Voilà. Après, peut-être qu'en face, on peut mettre une estimation locative pour dire voilà, actuellement, il est loué tant,
mais la vraie valeur locative c'est tant, pour essayer de justifier un petit peu, mais ça sera plus compliqué. Le banquier, il faut se dire qu'il aime se baser sur un état des lieux à l'instant T. Ouais. Voilà, lui, il veut à l'instant T, l'épargne résiduelle, les revenus, il veut du concret, du réel. Il veut pas quelque chose dans 10 ans, non. Lui, il fige le dossier à l'instant T. Il faut qu'à l'instant T, ça rentre dans les clous. Si ça rentre pas dans les clous, poubelle. Si ça rentre dans les clous, ok, on y va. C'est super intéressant. Bon, on a beaucoup parlé. Je te propose qu'on arrête là. Et si je vois que ça plaît dans les commentaires, et bah, je te dirai de revenir pour continuer sur ce sujet-là. Ouais, carrément. Moi, je suis chaud, honnêtement. C'est hyper intéressant Trop d'échanger bien. avec toi sur le sujet. Franchement, on se découvre une passion, même toi, par rapport au premier podcast. J'apprends plein de trucs J'ai là. l'impression que là, tu es plus enclin sur Ouais. le sujet, et je vois qu'il y a un intérêt. Donc si ça vous intéresse, bah, en tout cas moi c'est cool, moi il n'y a aucun souci pour Et ben, revenir, ce sera avec grand plaisir et de continuer à apporter de la Ouais. valeur sur le sujet. Et bah parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Sur ce, c'était le deuxième podcast. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, commenter. Voilà, c'était Léna. Ciao.